Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Sokhna Dieng Mbacké. Madame Mbacké, bonjour. Bonjour, Pierre-Edouard. Je ne dirai pas Monsieur Faye, et vous savez pourquoi. Voilà, merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci de nous avoir invités. Vous êtes journaliste de profession, ancienne directrice de la télévision nationale, ancienne vice-présidente du Sénat. Actuellement, vous êtes députée non inscrite à l'Assemblée nationale et présidente d'honneur du PVD. Alors, nous sommes le dimanche 8 mars, donc journée internationale de la femme. À votre avis, comment se porte la femme sénégalaise? Merci, Pierre-Edouard. Je dirais tout d'abord que la femme sénégalaise est contente de vous, étant donné que les femmes que vous avez invitées dans Opinion se comptent. C'est pas faute d'avoir essayé. Sur le bout des doigts, et je dirais des doigts d'une seule main d'ailleurs. C'est pas faute d'avoir essayé. Donc c'est un privilège pour moi que j'apprécie à sa juste valeur d'être votre invité en ce dimanche 8 mars, journée internationale de la femme. Je pense que la femme sénégalaise se porte bien. Elle pourrait certes se porter mieux, mais enfin, on ne va pas cracher sur ce qu'on a. On parle tout le temps de parité, et effectivement, cette loi sur la parité, que tout le monde nous envie, quand même, a été initiée et portée à l'Assemblée nationale par le président Abdoulaye Wade, ancien président de la République du Sénégal, et appliquée pour la première fois par l'actuel président de la République, le président Macky Sall, lors des élections législatives de 2012 oui. Et lors des locales de 2014. Donc, vous savez qu'à l'Assemblée nationale, nous avons presque 43% de femmes sur les 150 députés que compte l'Assemblée nationale. 64 députés femmes. Il y a 64, mais ça, c'est... On est loin du compte, là. C'est vrai, mais ça, c'est le scrutin. C'est le scrutin, le double scrutin, qui fait que nous ne pouvons pas avoir une parité égale entre hommes et femmes. Et je pense que lorsqu'on fera des changements sur le scrutin des élections, je pense qu'on pourra avoir une parité. Mais 64 déjà, c'est un chiffre que la France, même le président Hollande était très, très impressionné quand il est venu à l'Assemblée nationale de voir autant de femmes. Et tout dernièrement, Madame Christine Lagarde, qui est directrice générale du Fonds monétaire international, a dit beaucoup de bien également de cette Assemblée où 64 femmes sont dans l'hémicycle sur les 150 que compte l'Assemblée nationale. Justement, faut-il s'appuyer sur cette loi sur la parité pour promouvoir les femmes ou bien il faut se fonder sur la compétence, tout simplement? La loi sur la parité n'exclut pas la compétence. C'est une loi qui, dans un premier temps, s'intéresse aux postes électifs et semi-électifs. Donc, dans les élections, comme les chambres, comme l'Assemblée nationale, les institutions, comme l'Assemblée nationale, vous avez vu que le Conseil économique et social n'a pas respecté la parité parce que ce n'est pas une assemblée élective. Le Sénat, à l'époque, avant que la loi sur la parité d'ailleurs ne soit effective, on avait 40 femmes sur 100. C'était déjà pas mal. Donc, ça n'exclut pas la compétence parce qu'on semble dire que c'est mettre une femme coûte que coûte, un homme, une femme, un homme, une femme. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de manière mécanique? Non, ce n'est pas mécanique, ce n'est pas arithmétique. Donc, je crois qu'il faudrait dire à poste de compétence d'égale valeur, que ce soit un homme ou une femme, on donne ce poste-là. Quel que soit l'individu, homme ou femme, qui a les compétences, on donne ce poste. Mais quand c'est alternatif comme ça, c'est pour des élections. Et nous demandons même plus. Nous avons demandé au président Macky Sall d'aller plus loin. Certes, il a mis des femmes dans beaucoup de secteurs à la tête, comme le Conseil économique et social, comme l'ancienne Premier ministre Aminata Touré, comme la directrice générale de la police, comme l'OFNAC, etc. Il y a des femmes vraiment de qualité qui sont à la tête de grandes institutions dans ce pays, mais nous voulons plus. Nous pensons que son gouvernement, par exemple, les femmes sont sous-représentées. Donc il faudrait qu'il fasse beaucoup plus d'efforts pour que même dans les postes nominatifs,
qu'il y ait quand même des femmes d'égale valeur à côté des hommes. Vous l'avez tout à l'heure dit, les femmes occupent de grands postes de responsabilité dans notre pays. Mais pour ce qui concerne la présidence de la République, pensez-vous que les Sénégalais sont aujourd'hui prêts à élire une femme présidente? Est-ce que le fruit est mûr? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je crois qu'il faudrait quand même, je ne dirais pas encore une génération, parce qu'une génération, c'est 25 ans, mais je crois qu'il faudra encore une demi-génération. Disons peut-être que quand le plan Sénégal émergent vers 2035 sera à son apogée, ce n'est pas impossible qu'une femme qui brigue les suffrages des Sénégalais pour la présidence de la République puisse y accéder. Ce n'est pas impossible, mais vous avez vu lors des dernières élections, les deux femmes qui étaient candidates, malheureusement, n'ont pas eu les résultats escomptés, parce qu'il faut dire aussi que c'est un problème de mentalité. Comme vous le dites, effectivement, je crois que les Sénégalais, dans leur grande majorité, ne sont pas encore prêts à voir dans la petite Maison Blanche de Dakar une femme présidente de la République, mais ça viendra. Hein. Ça viendra. Je suis sûre que ça viendra. Vous, l'idée de la présidence, vous effleure-t-elle l'esprit? Non. Non, 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 vraiment, je ne suis pas une femme de pouvoir. Je ne suis pas une femme omnibulée par les postes, les sinécures, les honneurs d'une manière générale. Je pense que, comme je vous l'ai dit, la prochaine génération qui aura la chance, si vraiment elle se bat avec engagement et détermination à changer les choses, à renverser les mentalités, à imposer une femme à la présidence de la République. J'espère que nous serons là pour vivre ce moment historique. Vous êtes journaliste de formation et ancienne directrice de la télévision nationale. Aujourd'hui, le constat, il est là. Le journalisme se féminise de plus en plus. Cette féminisation du journalisme vous donne envie de dire quoi? Je dis que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est un secteur qui, de tout temps, et aussi loin qu'on remonte, a été largement dominé par les hommes. De tout temps, même du temps où j'étais aux commandes de la télévision nationale à la RTS. Il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le métier. Et je suis contente de voir toutes les promotions du CESTI qui sortent, de voir de nombreuses femmes qui disent qu'elles ont la vocation, d'abord, et qu'elles se donnent corps et âme à ce métier. Et je voudrais que de plus en plus, dans les organes de presse, dans les groupes, qu'on puisse les voir accéder à des postes de responsabilité, parce qu'elles le méritent. Elles le méritent, et comme vous le dites, de plus en plus, la gente féminine est importante dans le secteur du journalisme. Il serait bien qu'on ne les voit pas tout le temps reporters, présentatrices de journal ou animatrices d'émissions, mais qu'elles aillent beaucoup plus loin dans les responsabilités. Au lieu de passer tout le temps à s'occuper des tâches secondaires. Oui. Qu'elles aillent plus loin, mais ça ne se donne pas sur un plateau d'argent. Oui. Hein, il faut batailler ferme pour avoir sa place au soleil dans ce métier. Voilà. Jeunes et femmes, donc le président de la République, Macky Sall, avait promis que les jeunes et les femmes seraient le moteur du plan Sénégal émergent. Vous, à votre avis, est-ce que vous pensez que l'action est au rendez-vous du verbe? C'est difficile à dire, parce que quand nous parlons de jeunes, nous pensons aussitôt à l'emploi. Le président Macky Sall nous avait promis 500 000 emplois par an sur sur le quinquennat, si jamais il réduit son mandat. Oui. Mais nous en sommes à combien? Je crois que les fruits ou les fleurs ne sont pas à la hauteur des promesses. Il y a encore beaucoup de chômeurs au Sénégal, malgré l'agriculture dont on parle, qui est le moteur du plan Sénégal émergent. J'ai vu tout dernièrement le ministre de la Jeunesse, Sciences citoyennes et de l'Emploi parler des jeunes qui sont dans des fermes agricoles. Ça aussi, c'est de l'emploi. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Et c'est pour cela que nous continuons à voir des jeunes, malheureusement, partir vers un rêve, un mirage d'Eldorado,
et finir tragiquement, comme beaucoup d'Africains, de jeunes Africains, dans les eaux de la Méditerranée. Donc il faudrait que le régime du président Macky Sall fasse plus et mieux en direction de l'emploi. Pour les femmes, moi j'avoue que vraiment, comme je vous le disais en début d'émission, les femmes se portent bien. Vraiment, je crois qu'elles pourraient se porter mieux, mais alhamdulillah, nous rendons grâce à Dieu. Je pense que dans le cadre également de la politique de promotion de la microfinance, comme ça se fait actuellement à tour de bras, il faut dire, l'essentiel est que ce ne soit pas une microfinance dirigée vers une cible politique. J'aimerais bien qu'on fasse des statistiques et qu'on voit si réellement les femmes de toute catégorie sociale et de tout bord politique ont été vraiment intéressées par cette microfinance. Et si elles ont reçu des prêts de cette microfinance, et je crois que ce serait vraiment, pour le moment, les femmes parlent de développement, donc le genre et le développement, c'est d'actualité, et je pense que nous pouvons aller beaucoup plus loin dans ce sens. Surtout que de plus en plus des voix s'élèvent pour dénoncer la politisation de la politique des bourses de sécurité familiale. Oui, ces bourses-là aussi, ça a été une bonne idée. Dans le cadre des réformes sociales, du libéral social, qu'est le président Macky Sall, bien qu'au début j'étais un peu dubitative et je me demandais si c'était nécessaire, utile, que les Sénégalais continuent à tendre la main. Est-ce que c'est nécessaire que les familles sénégalaises, dans une partie assez importante, reçoivent 25 000 francs tous les trimestres et 100 000 francs par année? On me dit, oui, c'est une somme importante pour des gens qui ont un niveau de vie très bas. La pauvreté, on le sait, est très étendue encore au Sénégal. On me dit vraiment, faut pas minorer cette somme. Mais je pense qu'il faudra qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on arrive à faire bénéficier aux Sénégalais, aux familles sénégalaises, aux populations, d'une manière générale, de la croissance, des fruits de la richesse, si jamais elle existe. Donc, je crois que c'est ça la finalité. Mais donner 100 000 francs à des familles sur l'année, c'est peu c'est peu et beaucoup peut-être, mais enfin, c'est une forme d'assistanat qui ne dit pas son nom et qui pourrait peut-être être réformée dans le sens de les faire accéder au partage de la richesse. Parce que je le dis souvent, et ça le président Macky Sall n'a pas encore pu le changer, que le Sénégal soit fracturé entre le Sénégal d'en bas et le Sénégal d'en haut. C'est une expression que l'ancien ministre des Finances n'aimait pas et que moi j'aimais beaucoup et que je lui disais souvent. Je lui disais, monsieur le ministre Abdoulaye Diop, le ministre d'État, je disais, vous dites que vous luttez contre la pauvreté. L'ancien régime disait même qu'il voulait éradiquer complètement la pauvreté. Mais voilà le résultat. Donc je pense que le président Macky Sall a de bonnes initiatives, mais c'est encore peu. Et vraiment, les gens, il y a des Sénégalais encore très riches et des Sénégalais encore très pauvres. Il y a toujours cette fracture-là. Il y a cette fracture sociale qu'on n'arrive pas à combler. Oui. Et ce n'est pas demain la veille, à mon avis. La solution viendrait-elle du plan Sénégal émergent? Je ne sais pas. Autrement dit, est-ce que vous croyez au plan Sénégal émergent? Ça peut être un bon plan. On dit que c'est une sorte de plan Marshall. Je veux bien y croire. Mais ce qui me gêne personnellement dans le plan Sénégal émergent, c'est la méthode. C'est la méthode. Je pense que si le régime du président Macky Sall opte pour un plan qui transcende les mandats, qui transcende le mandat ou les mandats du président le cap fixé, c'est l'horizon 2035. Voilà, l'horizon 2035, il faudrait impliquer toute la classe politique. Parce que nous pensons que nous n'allons pas nous arrêter à cette deuxième alternance. Et qu'il y en aura, nous le souhaitons, une troisième alternance. Donc, si les acteurs politiques ne sont pas associés à ce plan qui va jusqu'en 2035, il y aura des problèmes. Parce que s'il y a une alternance en 2017 ou en 2019,
ou en 2022, quel que soit le cap, il peut y avoir des changements. Et on peut... Quelqu'un qui viendrait à la présidence de la République n'est pas obligé de s'approprier le plan Sénégal émergent s'il n'a pas été impliqué dès le début. Donc vous déplorez l'absence de dialogue. Oui. Voilà, le talon d'Achille de ce régime, et même de l'autre d'ailleurs, mais plus maintenant, le talon d'Achille, le maillon faible de ce régime du président Macky Sall, c'est l'absence de dialogue politique. Et je trouve que c'est dommage quand on veut développer le pays à cette vitesse et dans ces proportions-là. Et quand Christine Lagarde, devant la représentation nationale, dit que le plan Sénégal émergent est un plan réaliste et ambitieux, vous avez envie de dire quoi? Oui, elle a dit ambitieux, mais réaliste, mais... Il faut des réformes, elle exige des réformes. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'elle exige des réformes. Oui. Et quand les institutions de Bretton Woods, que ce soit la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, exigent des réformes, ça veut dire que nous allons vers une sorte d'ajustement structurel. Ce qu'on avait connu avec le régime socialiste du président Diouf dans les années 80. Ça veut dire que les Sénégalais vont encore se serrer la ceinture pour que le plan Sénégal émergent puisse être opérationnel. Et ça, le régime ne le dit pas souvent. Et forcément, nous allons vers une suppression de la subvention de l'électricité, la subvention sur les prix d'achat. Et je crois que nous allons vers des lendemains difficiles. Et si le Sénégal émergent veut aller loin, les Sénégalais vont devoir s'attacher la ceinture et... Oui, pourtant, le contraste est saisissant. Quand on entend le président de la République parler, on a l'impression qu'il y a une pluie d'argent sur le Sénégal. Oui, mais cette pluie d'argent, au lendemain de la rencontre du groupe consultatif de Paris, on nous avait promis plusieurs centaines de milliards pour le Sénégal émergent. Mais c'est plus de milliards. Vous le savez, Pierre-Edouard, cette pluie de milliards ne vient pas arroser la dépense quotidienne du gorgorlou. Oui. Ou le ça ne se sent pas dans le panier de la ménagère, comme on dit trivialement. C'est vraiment un niveau élevé, avec les fondamentaux de la politique économique et financière. C'est à ce niveau-là. Donc ce n'est pas dans le niveau de vie des populations. Maintenant, il y aura bien sûr il y a des projets, je crois qu'il y a 27 projets phares. 27 projets phares. Il y a aussi des réformes qui sont associées à ces projets. Il y a l'agriculture qui est en pôle position. Nous espérons également qu'avec l'autosuffisance alimentaire, pas l'autosuffisance alimentaire, mais l'autosuffisance en riz. Croyez-vous? Moi, je suis très sceptique. Oui. Je suis très sceptique parce que le président Sall a beaucoup de bonne volonté, il faut le reconnaître. Mais même si on atteignait l'autosuffisance en riz en 2017, les Sénégalais ne consommeront pas forcément ce que nous cultivons. Le Sénégalais est extraverti de nature. Il aime bien ce qui est importé. Il préfère ce qui vient de l'extérieur à ce qui se fait chez lui. Donc il faudrait une reconversion des mentalités. Je crois que c'est bien de lever les couleurs le premier lundi de chaque mois pour valoriser le civisme au Sénégal, mais je crois qu'il faudrait aussi faire une campagne de sensibilisation sur le consommé local, parce que je crois que même eux, je ne veux pas jeter la pierre, même ceux qui parlent de suffisance en riz et qui plaident pour le consommé local, ça m'étonnerait qu'ils mangent local, qu'ils consomment local. Donc il y a toute une reconversion des mentalités à faire. La promotion du consommé local. Forcément, forcément. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir l'autosuffisance en riz en 2017. Les Sénégalais vont laisser là le riz. Si on n'importe pas le riz étranger, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura forcément un problème. Oui. Vous avez déploré tout à l'heure l'absence de concertation autour du plan Sénégal émergent. Mais les tenants du pouvoir vont vous dire, il y a eu les députés, par exemple, vous êtes députés, ont été convoqués pour une séance d'explication des tenants et des aboutissants de ce plan-là. Oui, ce n'est pas, je vous l'ai dit, ce n'est pas un mauvais plan. C'est un plan ambitieux. Madame Lagarde dit réaliste. Bon,
Moi, je veux bien la croire, c'est une experte en la matière. Mais d'abord, ce plan, au tout début, j'ai dit pourquoi on est passé du Yono-Yokouté, sur lequel le président candidat ou le candidat président Macky Sall a fait toute sa campagne électorale et a commencé même les premiers mois de son magistère, pour aller vers un plan commandé à l'extérieur et qui, on le sait, nous a coûté 2,5 milliards. C'est cher payé, à votre avis? Je trouve que c'est cher payé parce que nous avons l'expertise qu'il faut pour mettre sur pied un plan pour l'émergence du Sénégal. Certains diront que l'émergence, le développement n'a pas de prix, mais il a un coût. Il a un coût. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ce n'est que lorsqu'on récoltera les fruits qu'on saura si réellement le président Macky Sall et son régime ont fait le bon choix. Ok. Vous avez déploré tout à l'heure l'absence de dialogue qui caractériserait le régime du président Macky Sall. Aujourd'hui, êtes-vous partie de ceux qui pensent qu'il y a un net recul des libertés individuelles et collectives dans notre pays? Avec les interdictions de manifestation, par exemple? Oui, j'ai l'impression. C'est mon sentiment. C'est mon sentiment parce que je crois que qui n'avance pas recule et que nous avons eu beaucoup d'acquis démocratiques avant la deuxième alternance, que le président Sall aurait dû renforcer au lieu d'aller dans une opération d'interdiction, de limitation, de restriction des libertés concernant notamment les partis politiques. On sait que c'est le président Wade qui avait inscrit la liberté de marche dans la Constitution. Donc c'est constitutionnel. Un arrêté préfectoral ne peut pas être au-dessus de la charte fondamentale de notre pays. Donc, et toute l'énergie qu'on met à interdire une marche et à mettre la sécurité et à lancer des grenades lacrymogènes, on pourrait mettre cette énergie et ces forces de sécurité pour encadrer les marches, les manifestations et autres activités politiques et même sociales. Mais s'il y a un risque de trouble à l'ordre public, c'est toujours ce qu'on dit. Il appartient à l'autorité de prendre ses responsabilités. C'est toujours ce qu'on dit, c'est toujours la même rengaine. Il n'y a pas un autre motif d'interdiction de manifestations politiques au Sénégal qui n'est trouble, risque de trouble à l'ordre public. C'est l'argument massu des autorités. C'est l'argument massu, mais on se rend compte que s'il s'agit de l'opposition, chaque fois qu'on a eu à autoriser une manifestation, vraiment tout s'est passé nickel. Les gens sont rentrés chez eux sans casser, sans un caillou, sans rien. Donc les hommes politiques et leurs ouailles, je pense que sont assez matures pour savoir que c'est fini la violence dans le domaine politique et qu'on peut gérer autrement les destinées de ce pays avec une opposition qui s'oppose et une majorité qui gouverne. Le président Wade qui appelle au dialogue, Macky Sall lui dit d'accord à condition qu'on n'aborde pas les questions judiciaires. Vous, à quel niveau de lecture vous situez-vous par rapport à ces deux positions? Moi, je crois que le président Macky Sall aurait dû dans Diouf à l'époque, quand il a appelé le président Wade, et quand la situation était vraiment aussi tendue et aussi grave. On en est à ce niveau-là? Je pense que oui, la situation est grave, peut-être pas désespérée, mais elle est grave. Parce que la tension est ambiante et les Sénégalais sont angoissés parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Donc le président Sall aurait dû dire au président Wade, oui, on peut parler de tout avec un grand T. Et quand ils s'asseront autour d'une table comme vous et moi, mais ils pourront élaguer. Mais dire tout de suite les questions judiciaires, oui, parce qu'on sait que la séparation de pouvoir, et je suis bien placée pour en parler, la séparation de pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire est théorique. Ce n'est pas une réalité? Non, 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 on le sait de tout temps, c'est le système. Ce n'est pas le président ou le régime qui est en place, c'est le système, depuis l'indépendance, qui est comme ça. L'exécutif a la main dans le législatif, on le sait. Ça se passe tous les jours comme ça, avec une majorité, je ne dis plus mécanique, mais électronique. Et le judiciaire, on sait que la tutelle
du parquet revient au ministre de la Justice, garde des Sceaux, et on sait ce qui se passe dans les procès actuels. Mais moi, je crois qu'il y a des magistrats indépendants, c'est vrai, qui n'acceptent pas de recevoir des ordres, mais il n'y a pas encore de justice indépendante au Sénégal. Oui, quand on parle de dialogue, on a l'impression que l'autre frange de la classe politique est exclue. Ça se joue entre Wade et Macky Sall. Vous trouvez ça normal? Non, ce n'est pas normal, cette bipolarisation de la vie politique. Ça a toujours été comme ça entre le PS et on a connu Senghor, Wade, voilà, Wade le PDS tout le temps. Hein? Tout le temps, Wade Idi, aujourd'hui c'est Wade Macky. Idi, c'est encore Wade Macky. Donc Wade est vraiment le phénomène incontournable de notre époque contemporaine, de la vie politique contemporaine. Mais je crois qu'il faudrait quand même associer quand même les autres franges de la population. Il y a des partis comme le nôtre, le PVD, qui ne sont ni de la mouvance présidentielle, ni de la minorité de l'opposition. Donc, il y a beaucoup de partis non alignés, comme on les appelle. Il y a d'autres partis également de l'opposition, à part le PDS, qui ne sont pas forcément dans le front patriotique. Donc, je crois qu'il faudrait vraiment donner à tous ces partis leur égale dignité et faire un dialogue inclusif, où tout le monde serait partie prenante. Et je crois que c'est incontournable, inévitable, l'avenir du Sénégal et pour son émergence, parce qu'il faut les bras de tous ses fils et ses filles. Aucune frange de la population ne devrait être exclue de cette mise en marche du plan Sénégal émergent. Oui. Abdoulaye Wade, vous l'avez tout à l'heure dit, il est omniprésent dans le landerneau politique depuis plusieurs décennies, voilà, depuis plus de 50 ans. C'est même Abdoulaye Wade a tenu des propos récemment jugés malheureux par certains sur contre le président de la République. Vous, comment avez-vous réagi quand vous avez entendu ou bien lu les propos de l'ancien président concernant Macky Sall et sa famille? Personnellement, j'étais choquée, comme tout le monde, je crois. Vous avez été choquée? Oui, j'étais choquée. J'étais choquée comme tout le monde, je crois. Parce que même un citoyen sénégalais lambda qui n'est pas président de la République a droit à beaucoup d'égards, beaucoup de respect, beaucoup de considération par ses concitoyens, à plus forte raison, la première institution de ce pays. Donc j'ai été choquée et sur cet aspect-là, je condamne le président Abdoulaye Wade. Mais je lui donne des circonstances atténuantes. Il n'aurait pas dû aller aussi loin, c'est vrai, mais c'est un homme âgé, c'est vrai, l'âge ne tourne pas toujours en la faveur de l'être humain, et c'est un homme meurtri dans sa chair, qui a vu son fils unique dans la geôle du président Macky Sall. Je ne pèse pas mes mots dans ce sens-là. C'est Macky qui dans a les geôles du président Macky Sall et qui n'arrive pas à le sortir des griffes de la justice ou de ceux qui le maintiennent en prison. En avril, ça fera 2 ans, jour pour jour. Donc c'est cet homme-là, de 88 ans, presque 90 ans, qui ne sait pas s'il reverra son fils libre un jour, qui s'en est pris à la personne qu'il estime qu'elle est responsable de la situation dans laquelle il se trouve. Mais est-ce qu'il n'est pas allé très loin? Mais je dis oui. Trop loin. Oui, il est allé loin, c'est vrai. Mais il faut quand même remettre les choses dans leur contexte et se rappeler ce qu'il avait dit déjà à l'époque en disant « Le président Macky Sall veut me détruire. Moi aussi, je vais entreprendre une action de destruction en son endroit et envers sa famille. » Quitte à utiliser des armes non conventionnelles. Tous les politiciens, d'une manière ou d'une autre, utilisent des armes non conventionnelles. Je crois que là, c'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais nos hommes politiques au Sénégal, j'estime qu'ils ne sont pas assez modérés dans leurs propos. Quand vous écoutez les émissions Warsa Khalat, etc., vous êtes quelquefois choqués par la violence verbale qu'on utilise à travers les médias.
Et donc, je crois que quand c'est sorti de la bouche du président Wade, ça a eu une autre tonalité. Mais je crois que le président Macky Sall a eu la sagesse et la mansuétude de dire qu'il n'a pas écouté, qu'il n'a pas entendu et qu'il a beaucoup d'estime et beaucoup d'affection pour celui qu'il considère comme un père. Et je crois que les autres ne devraient pas être plus royalistes que le roi. Ceux qui l'entourent devraient aussi faire parce que là, on a l'impression que beaucoup veulent faire plaisir à Macky Sall. Voilà, il y a beaucoup d'agitation. Mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Lui, il a dit ce qu'il pensait. Je crois qu'il est sincère. Donc, je crois que tout le monde devrait vraiment effacer cette page sombre de cette histoire politique de 2014-2015 et essayer de partir sur de nouvelles bases. Et ce nivellement par le bas du débat politique, jusqu'où peut-il nous mener? Il peut nous mener jusqu'à... Bien vous dites que ce n'est pas grave, c'est entre je trouve que c'est grave. Je trouve que c'est grave. Moi, je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas ce débat à ras de pâquerettes. Avec ces insultes presque au-dessous de la ceinture. Je crois que ce n'est pas digne de la démocratie sénégalaise telle qu'elle est chantée sous tous les cieux. Ce n'est pas digne de nos hommes politiques. Donc je crois qu'il faudrait qu'ils fassent une introspection pour voir pourquoi ils en sont arrivés là et essayer de faire la pédale douce et de revenir à de meilleurs sentiments pour savoir que le pouvoir, c'est Dieu qui le donne, il le donne à qui il veut, et qu'on ne peut pas un jour ou l'autre se proclamer président de la République, accepter que le président Macky Sall dirige les destinées du Sénégal jusqu'en 2017 ou 2019. Et après, c'est le peuple sénégalais qui verra s'il va le réélire ou s'il va prendre quelqu'un d'autre pour le remplacer, comme ça se fait dans toutes les démocraties du monde. Sans tambour, ni trompette, et sans vraiment violence inutile, et sans verser du sang ou aller très loin dans la violence verbale. L'autre parlerait de NEP, de la classe politique. Je suis d'accord avec Serigne Mor Mbaye. J'allais vous le dire. Quand je parlais d'introspection, je pensais qu'il faut une thérapie collective, et il n'y a pas mieux que le NEP. Voilà, vraiment, il faudrait que la société sénégalaise, la classe politique seulement, parce que quelqu'un a écrit que le Sénégal est malade de ses élites. Et je suis d'accord. Je crois que c'est la classe politique qui devrait faire son NEP, faire son introspection et voir vraiment comment elle peut redevenir une classe politique civilisée aux normes standards des démocraties du monde, surtout occidentales, qui pourtant nous envient très souvent notre démocratie avec nos 2 alternances réussies. Mais il y a quand même un petit hic quelque part, et c'est cela. C'est cette classe politique qui ne sait pas s'arrêter là où il faut et qui ne connaît pas les limites de la décence, de la bienséance et du politiquement correct. C'est quoi? Il y a un fossé entre la classe politique et les Sénégalais de manière générale? Oui, je vous disais, je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas Latif Coulibaly qui avait écrit il y a quelques années que le Sénégal est malade de ses élites? Donc c'est l'élite, c'est la classe politique qui a des problèmes, et je pense que la société sénégalaise, elle le montre d'ailleurs, parce que les Sénégalais sont 15 millions maintenant. Il y a 5 millions d'électeurs. Dans les partis politiques, il n'y a pas 5 millions de militants. Donc ceux qui votent d'une manière générale ne sont pas forcément des militants de partis. Et les Sénégalais attendent le jour J pour aller mettre leur carte d'électeur et choisir qui ils veulent, sans vraiment faire de bruit et en sachant exactement qui choisir. Bien que, je dis souvent que les Sénégalais savent démettre, savent limoger. Oui, mais ils ne savent pas élire. Ils ne savent pas élire. Je crois que c'est le problème que nous avons eu avec nos 2 alternances. Il fallait faire partir Diouf en 2000, c'était fini, Diouf. Du tout sauf Diouf. Tout sauf Diouf. En 2012, tout sauf Wade. Et j'espère qu'en 2017 ou 2019, il n'y aura pas du tout sauf Macky. Je ne le souhaite pas. Mais je crois que les Sénégalais devraient apprendre à élire vraiment selon des critères, selon des valeurs bien définies, en disant voilà cet homme que nous avons choisi pour 5 ans ou pour 2 fois 5 ans, mais pas dire tout sauf et se retrouver ensuite dans une situation où on ne veut plus de la personne qui a été quand même élue malgré tout. Ces Sénégalais ont-ils commis une erreur en élisant Macky Sall?
Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je crois que, d'accord, c'était du tout sauf Wade. Il y a eu une coalition très très forte que le président Macky Sall a eu la chance de mettre en place et de maintenir. Jusqu'à maintenant, c'est Benno Bokk Yakaar. Et je crois que ce n'est pas... Ils n'ont pas eu tort, mais maintenant, c'est trop tôt pour le dire. On verra. J'ai toujours un problème avec les dates, parce que je dis toujours 2017 ou 2019, parce qu'il est élu pour 7 ans. Oui, il a promis de ramener son mandat à 5 ans. Oui, mais par quel moyen? Un référendum, il a annoncé dans le courant de l'année 2016. Mais pourquoi un référendum? Vous aurez souhaité qu'il passât par la voie parlementaire? Non, on m'a dit que selon les textes, il ne peut pas passer par la voie législative. Mais je me demande pourquoi un candidat président qui a pris sur lui-même de ramener son mandat de 7 ans à 5 ans doit demander au peuple s'il doit le faire. Le peuple n'est pas impliqué, c'est une décision personnelle, volontaire qu'il a prise de dire je vais ramener le mandat de 7 à 5 ans. Est-ce qu'à l'époque, il savait s'il devait utiliser la voie législative ou la voie référendaire? Et je crois que là où nous sommes, il est devant un dilemme. Il est devant un dilemme parce que, bon, si jamais il passait à l'Assemblée nationale, le président Wade a fait passer beaucoup de textes de cette nature sur le mandat et autres à l'Assemblée nationale. Mais si ça passait à l'Assemblée, est-ce que sa majorité voterait pour ramener son mandat? Des voix s'élèvent pour dire qu'elle s'opposerait. On sait que l'APR surtout, je ne sais pas les autres, mais l'APR qui est la locomotive de Benno Bokk Yakaar, dans sa grande majorité, n'est pas pour la limitation du mandat du président de la République. Donc un référendum à 7 milliards, je me dis que ces milliards vraiment peuvent aller ailleurs pour le bien-être des populations. Il n'a pas besoin de savoir si les populations veulent, oui ou non, réduire son mandat. C'est lui qui a décidé. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'il démissionne? Je ne lui donne pas la solution. Au bout de 5 ans? C'est une solution. Mais avec les aléas qui l'entourent. Pas de solution. Je crois que c'est un président volontariste qui sait exactement ce qu'il veut faire, où est-ce qu'il veut aller avec le Sénégal. Et je crois que ce dilemme cornélien ne l'empêchera pas de réduire ce mandat, quelle que soit la solution qu'il va trouver. Ok. Nous allons progresser un peu, Sokhna Dieng Mbacké, pour parler des questions de justice avec la traque des biens mal acquis. Le procès Karim Wade, le verdict est attendu le 23 mars prochain. Vous, quel regard jetez-vous sur ce procès depuis son début? J'avais dit à l'Assemblée nationale, l'ancienne ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui est devenue Premier ministre après, Madame Aminata Touré, je lui avais dit que cette traque des biens mal acquis, supposés mal acquis, était malheureuse. Parce que, si vous l'avez remarqué, depuis 3 ans, elle a plombé toute l'activité politique, économique, sociale du régime du président Macky Sall. L'obligation de rendre compte. Mais oui, c'est trop facile. C'est un principe sacro-saint. Oui, vous dites, c'est ça, c'est la reddition des comptes. Mais est-ce que vous savez si Karim Wade, avec la CREI, est appelé à se justifier sur la manière dont il a géré ses ministères du ciel et de la terre, comme on appelait, ou bien c'est parce qu'en ce moment, il y a un délit de richesse. Avec la CREI, c'est le délit de richesse. Il est interdit de s'enrichir. Il est interdit d'être riche. D'abord, Oui. avant de s'enrichir. Il est interdit d'abord qu'on constate que vous êtes riche. On ne sait pas de quelle manière vous vous êtes enrichi. On cherche à savoir comment vous êtes enrichi. Et ce qui est grave dans la CREI, c'est le renversement de la charge de la preuve. Quand on est riche, on doit être à même de justifier sa richesse. Mais c'est qu'on vous dit, Pierre-Édouard, tout ce bâtiment, tout cet immeuble que El Hadj Sidi Lamine Niasse a mis sur pied, je le salue, mon frère, bien respectueusement, que tout ce bâtiment vous appartient. À vous de prouver qu'il ne vous appartient pas. Est-ce que c'est facile? On avait parlé de l'aéroport de Malabo, de la banque marocaine, etc. Mais tout ce qu'on reproche à Karim Wade et à ses co-inculpés, c'est un délit de richesse. Et vous avez vu comment le procès s'est tenu.
la plupart des témoins ont été à décharge pour Karim Wade. C'est Bibo Bourgi qui a ses biens. On connaît les biens de la famille Bourgi. Co-inculpés ont également réussi à dire ce qu'ils avaient, comment ils ont eu ces biens. Donc, je crois que vraiment, c'est une traque, c'est une chasse aux sorcières qui ne dit pas son nom et qui peut nous créer beaucoup de problèmes. Et je l'ai dit également à l'actuel ministre, Sidiki Kaba, je lui ai dit que cette traque brasse beaucoup d'air, beaucoup de bruit, très peu de milliards, et qu'elle peut nous mener dans un cycle de turbulence pour le Sénégal, parce que ça nous semble être une justice pas équitable, une justice à deux vitesses. Et ce n'est pas une bonne chose, car dans un État de droit, la justice est le dernier rempart. Si on ne peut pas s'y appuyer, l'État s'écroule. Et moi, je suis très inquiète avec cette CREI et le verdict du 23 mars. Le verdict, déjà, il y a une fuite. On dit que... Voilà, on sait déjà, on parle de 7 ans ferme. On sait déjà. On sait déjà. Et cette fuite-là... C'est une fuite organisée, c'est un ballon de sonde. Organisée par qui? Je ne peux pas le dire. Mais ça au Sénégal, c'est fréquent. C'est fréquent. On savait, dès que Karim Wade a refusé de repartir au tribunal et que les avocats de la défense ont boycotté, on savait déjà qu'il y avait condamnation, qu'il ne pouvait pas être libéré ni relaxé. Ça déjà, c'est grave pour une justice qui se dit indépendante et équitable. Et ensuite, on a parlé de la peine, déjà, 7 ans. Et d'après certaines sources même, ces 7 ans seraient réduits à 5 ans, un peu à l'image de ce mandat dont je vous parlais. Donc, vous voyez, Pierre-Edouard, je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, parce que je trouve ça très triste. Et je me demande si tout ce qu'on a dit à la CREI autour des supposés biens de Karim Wade valent une condamnation de 7 ans et la perte de tous ses droits civiques et politiques. C'est plusieurs centaines de milliards qui sont en jeu. Est-ce que vous avez la somme exacte? On parle de 117 milliards. Au début, on nous avait parlé de 600 et quelques milliards. Est-ce qu'on parle toujours de 117 milliards? Est-ce que vous connaissez la somme exacte actuellement? Il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de contradictoires. Il y a beaucoup de soubresauts dans ce procès. Je crois que la Dame Justice a besoin de sérénité. Elle a besoin de rendre son verdict dans un climat apaisé, sans bruit, parce que nous avons l'autorité de la chose jugée. Et on ne voudrait pas qu'au lendemain de ce verdict, que le Sénégal puisse entrer dans une zone de turbulence. Ce serait dommage, mais tout est envisageable. Okay. Je crois qu'un dialogue, quel qu'il soit, même sans les questions juridiques, pourrait aider. Oui, mais justice d'abord. Dialogue, oui, mais justice d'abord. Il faut tirer au clair cette affaire. Oui, de toute façon, nous sommes à combien de jours? Nous sommes à moins de 3 semaines, donc c'est sûr qu'il ne peut pas avoir de dialogue d'ici là. Mais il faut espérer que la tension ne connaisse pas un paroxysme et qu'elle puisse redescendre au lieu de... Et une condamnation de Karim Wade en rajouterait? Je suis sûre. Je crois que le président Wade a été très formel dans ses déclarations. Le Parti démocratique sénégalais aussi, le Front patriotique aussi, et des Sénégalais de tous bords qui ne sont pas forcément dans la classe politique de l'opposition ont estimé qu'il y avait une injustice. Et vous savez que les Sénégalais détestent l'injustice. Ils sont prêts le président Sall le sait, ils sont prêts à accompagner celui qu'ils estiment victime d'injustice. Et dans ce cas précis, ça nous semble être Karim Wade. Oui. Dimanche passé, sur ce même plateau, Maître Doudou Ndoye, avocat de son État, a eu à déclarer que la CREI a été supprimée le 3 novembre 2014. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Avez-vous souvenance d'avoir voté une loi qui supprimerait la CREI? Ou bien une organisation judiciaire dans laquelle la CREI ne figure pas? J'ai vu le projet de loi. Je n'étais pas à l'Assemblée le jour de la séance plénière. J'ai vu ce projet de loi.
comme celui dont il parle en 1984. Il avait déjà parlé de 1984 quand il était ministre de la Justice. Mais là, il avait dit il que disait c'est lui qui l'avait supprimé. Aujourd'hui, il dit que c'est Macky Sall voilà. qui l'a supprimé. Donc il faut savoir, c'est vrai que dans l'ordonnancement judiciaire, on ne met pas la CREI. Est-ce que c'est parce que la CREI est un tribunal d'exception qu'on ne la met pas dans l'ordonnancement judiciaire du Sénégal? Je ne sais pas, mais je sais qu'il a raison de dire que quand vous regardez l'ordonnancement, que ce soit à la date dont il a parlé sous le régime socialiste, et que ce soit actuellement, la Cour de l'enrichissement illicite, de répression illicite ne figure pas. Alors il faudrait peut-être qu'on puisse éclairer notre lanterne et que les juristes, comme le maître Doudoundé, puissent nous dire pourquoi. Est-ce qu'un oubli? Est-ce une omission? Est-ce parce que la CREI ne fait pas partie de l'ordonnancement Pourquoi le ministre de la judiciaire. Justice, le garde des Sceaux, l'a expliqué. Il dit que c'est parce que la CREI est une loi spéciale, que c'est une autre loi spéciale qui pourrait la supprimer. Est-ce des arguments qui résisteraient à la critique? Vous savez, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Donc ça peut être peut-être une autre version. Mais je crois que ceux qui sont pour la CREI également font des arguments, donnent des arguments, comme le ministre de la Justice. Chacun prêche pour sa Chacun chapelle. prêche pour sa paroisse, oui. Vraiment. Et ça alimente encore plus le désordre, l'incompréhension dans ce jugement-là. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'on ne sait pas à quel saint se vouer, ni à quel juriste ou à quelle justice vraiment donner sa langue. L'Assemblée nationale, vous êtes député. Comment appréciez-vous le travail de cette 12e législature dirigée par Moustapha Niasse? J'entends beaucoup de personnes, certains même députés, d'autres hors de l'Assemblée, qui critiquent cette 12e législature, qui disent qu'elle est marquée par l'immobilisme, etc. Mais personnellement, moi qui suis de l'intérieur, député non inscrit à l'Assemblée nationale, j'estime que c'est une législature comme les autres, qui fait son travail. Bien sûr... malgré tout. Oui, malgré tout, qui continue son petit bonhomme de chemin. On a fait 3 ans, il nous reste de petites années. Donc pour clôturer la législature, le président Moustapha Niasse s'acquitte vraiment avec beaucoup d'engagement et de détermination de sa fonction de dirigeant de la 2e institution de ce pays. Et les députés également font leur travail, aussi bien ceux de la majorité que ceux de l'opposition, que les non-inscrits que nous sommes. Maintenant, si on veut juger une assemblée au nombre de propositions de loi qui sont déposées, au nombre de questions orales ou de questions d'actualité qui sont posées, bien sûr, si c'est le cas, on peut dire que depuis 3 ans, nous n'avons pas pu le faire. Bien sûr, de loi qui sont sur la table du président de l'Assemblée nationale, mais vous savez que pour toute proposition de loi qui a une incidence financière, il faudrait d'abord avoir l'accord du président de la République et il faudrait également que le député puisse dire vers quel chapitre tirer les ressources dont on a besoin pour une proposition de loi. Et c'est très difficile puisque nous n'avons aucune maîtrise sur le budget que l'exécutif confectionne et qu'il nous envoie. Quand vous voyez toute notre session budgétaire, on ne peut pas enlever un iota ni un chiffre du budget déposé par l'exécutif. Donc c'est difficile vraiment. Mais sinon, je crois que c'est une législature comme les autres avec un point focal qui est la forte participation des femmes dans cette assemblée. Et vraiment, elles font un travail remarquable, quel que soit leur bord politique. Voilà. En tout cas, le Premier ministre est annoncé à l'Assemblée nationale le 12 mars prochain. Il en sera ainsi tous les mois. Une fois par mois. Pensez-vous que c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose, mais Pierre-Edouard, je suis tellement frustrée par cette première séance de questions orales ou de questions d'actualité, je ne sais pas comment il l'appelle. Nous avons 14 questions pour 2 heures de temps. 14 questions orales ou d'actualité. La majorité, Benno Bokk Yakaar, a les 10 questions. Majorité oblige.
L'opposition, donc le Parti démocratique sénégalais, a 3 questions. Les non-inscrits, nous sommes 19, presque 20. Nous sommes plus nombreux que les 12 du Parti démocratique sénégalais. Nous avons une question. Donc cette répartition-là, bien qu'on le dise, c'est la loi de la majorité qui a force de loi, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on sait que la majorité fait son travail de majorité, elle accompagne le président et son exécutif. Donc il ne faut pas s'attendre à des questions extraordinaires qui mettent le chef du gouvernement mal à l'aise. Ils vont lui mettre la pommade. En tout cas, il faut compter sur les 4 questions de l'opposition et des non-inscrits pour peut-être secouer un peu le cocotier. Et puis, il n'y a pas de débat. C'est une séance questions-réponses. Il paraît que c'est comme ça que ça se fait à l'Assemblée nationale française. Encore une fois, imiter nos partenaires français. C'est dommage. Ce sont une question-réponse. Les autres députés sont spectateurs. Et ça se passe entre ceux qui ont les questions et le Premier ministre ou les ministres qui ont les réponses. Mais espérons. C'est déjà bien. Oui. Vous auriez souhaité qu'il fasse, par exemple, une conférence de presse uniquement pour répondre à toutes ces questions-là? Non. Mais qu'il y ait un débat organisé, comme ça se fait dans les assemblées nationales, qu'il y ait un débat organisé, qu'il y ait tant de députés qui peuvent intervenir sur les questions et demander des réponses au Premier ministre ou aux membres du gouvernement. C'est beaucoup plus... je crois que c'est mieux. C'est mieux, c'est moins... protocolaire. C'est moins protocolaire que la séance questions-réponses. Questions-réponses. Même si l'auteur de la question n'est pas satisfait, il se contente de la réponse. Et je crois qu'on le voit à l'Assemblée nationale, les ministres ne sont pas toujours friands en réponse, ils ne nous donnent pas toujours les réponses souhaitées. Et on aimerait bien revenir et poser une autre question pour avoir des informations complémentaires. Mais ce n'est pas le cas. Nous allons finir... On se contente de ce qu'on a. Oui, à défaut d'avoir ce que l'on veut. Alors, nous allons finir avec le PVD. Vous en êtes la présidente d'honneur. Alors, de quel bord situé le PVD? Êtes-vous de l'opposition ou bien de la mouvance présidentielle? Je vous l'ai dit tout à l'heure, Pierre-Edouard. Vous êtes non inscrite à l'Assemblée nationale, mais le PVD, sur le plan des positions... C'est un parti non aligné. Oui. C'est un parti non aligné. Et depuis le début, depuis 2004, nous avons eu 10 ans en 2014, nous avons dit que c'est un parti de régulation. Un parti de régulation, ce n'est pas forcément un parti équidistant, incolore, inodore. Ce n'est pas le cas. C'est un parti qui va être facteur d'équilibre. Par exemple, là où nous sommes, où nous avons un unanimisme côté majorité qui fait peur, parce que nous savons ce qui est arrivé au Mali, quand il y a eu ce consensus mou, ça peut être dangereux pour le Sénégal. Donc, en ce moment, nous sommes, le PVD, à mon avis, est beaucoup plus proche de l'opposition que de la majorité présidentielle. Parce que nous sommes un parti de régulation. Nous sommes facteurs d'équilibre et quand nous pensons que les forces penchent d'un côté comme sur une balance, nous essayons de faire rééquilibrer les choses. C'est difficile, mais c'est ce que nous avons fait depuis 10 ans. Et nous continuons à le faire. Maintenant, je pense qu'avec les nouvelles instances du PVD, on y verra beaucoup plus clair dans les prochaines semaines et que le PVD aura une position beaucoup plus tranchée sur l'idéologie nouvelle, d'ailleurs, que son président fondateur veut mettre en place, le bambisme, et qui est sous-tendu par une doctrine qui s'appelle Imanu Khoraïsi, ou Imanu Khorassi, plutôt, je ne suis pas arabophone, hein? Imanu Khorassi, qui veut dire l'armature de la foi. Et donc, c'est ce bambisme-là, puisque notre parti se réclame des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, un nationaliste bien de chez nous. Un parti à but confessionnel, c'est pas un parti à but. C'est interdit par la Constitution. Vous voulez me provoquer, Pierre-Edouard? Vous savez que ce n'est pas un parti à but confessionnel, sinon nous n'aurions pas eu de récépissé. Parce qu'au ministère de l'Intérieur, dans nos statuts, nous avons vu que c'est un parti qui tire sa doctrine des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Pourquoi Marx et Lénine?
Pourquoi pas Bamba? C'est un nationaliste et je pense que nous pouvons faire un développement endogène de ce pays. Et je crois que c'est de là qu'il faudrait peut-être voir le Sénégal émergent, mais émergent à partir de nous-mêmes, de nos propres forces. Quand on dit consommer local, il faut consommer également ce que nous avons de bien. Et je crois que nos chefs religieux de tous bords constituent une source sociologique et un rempart très fort qui tient le Sénégal sur ses jambes. Et nous avons besoin de fortifier ce rempart et de prier pour des chefs religieux et leurs descendants, pour que cette paix que nous avons au Sénégal puisse être conservée pour le bien et l'avenir des générations futures. En tout cas, merci. C'est moi. Merci infiniment, Merci, Sokhna Dieng Mbacké. Je rappelle tout simplement que vous êtes députée non inscrite à l'Assemblée nationale, présidente d'honneur du PVD, journaliste de profession, ancienne directrice de la télévision nationale et ancienne vice-présidente du Sénat. Vous êtes aujourd'hui la présidente d'honneur du PVD, je l'ai dit tout à l'heure. Merci infiniment. Ça a été un immense plaisir de vous avoir reçu pour la première fois d'ailleurs sur ce plateau d'opinion. Pour moi, de grâce, inviter les femmes et je leur souhaite une bonne fête. Il faut également qu'elles souhaitent, qu'elles veulent. Elles viendront après cette émission. Parce que ce n'est pas faute d'avoir essayé. Après cette émission, je suis sûre qu'on fera des émules et il y en aura beaucoup qui viendront répondre à votre invitation. Que ce sera une saine émulation. Et délivrer le message des femmes. Voilà. En tout cas, merci infiniment. C'est moi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.